l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Mouchetti, a visité l'état-major du corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves apparentées Corps Pépin de Kinshasa. Il était question pour les nouveaux locataires de l'ICCN de palper du doigt les conditions dans lesquelles travaille cette unité spéciale de conservation composée des militaires des FARDC, de la police et des éco-gardes de la République démocratique du Congo. Deux thématiques transversales qui nous préoccupent beaucoup ici avec mes collègues paramilitaires, c'est évidemment le respect des droits de l'homme qui implique évidemment d'avoir une excellente formation des gens qui sont sur le terrain, d'avoir aussi un excellent équipement pour leur permettre d'être efficaces tout en respectant un certain nombre de contraintes. Et puis nous aurons aussi à travailler sur ce qu'on appelle les mécanismes de plainte. Ici avec le corps PPN, on a le corps idéal pour déployer ce genre de service. Et alors comme j'ai la chance d'avoir des journalistes dames avec moi, je vous informe aussi que nous en avons discuté, mais on va faire des gros efforts pour améliorer la présence de l'élément féminin dans le corps PPN. Olivier Mouchetti a révélé que son bureau a mené un travail de fond dans les prochains jours pour améliorer davantage la collaboration et la cohabitation entre les éco-gardes et les communautés dans et aux alentours des aires protégées. Nous venons d'avoir une excellente conversation ici avec les collègues du corps PPN et nous allons nous mettre au travail tout de suite pour correctement identifier où sont les besoins, les principaux facteurs de blocage et très vite aller dans le sens de l'amélioration du service sur le terrain. Le corps paramilitaire avec lequel nous sommes ici constitue le noyau de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ce directeur a plaidé pour que les pays soient reconnaissants envers cette unité qui milite jour et nuit pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées dont la plupart sont classés comme patrimoine mondial. Accusé d'avoir vendu illégalement 3 concessions forestières de conservation, l'ancien ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, invite l'ONG Codelt à saisir le Conseil d'État en annulation de cet arrêté s'il viole la loi en la matière. Le Conseil d'État est à la disposition de tout citoyen pour annuler les actes administratifs. Le reste, c'est de la politisation ridicule et d'ajouter, pour ceux-là qui crient l'égalité, prendre un arrêté pour l'exploitation est mauvais, pour la conservation c'est encore mauvais. Finalement, que veulent-ils réellement? S'est-il interrogé. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 août, l'ONG Codelt s'est dit indigné de l'apparition dans les journaux officiels de la RDC de l'arrêté signé par Claude Nyamugabo, alors ministre de l'Environnement. Cet arrêté octroie 585 000 hectares de forêt à l'établissement Bouendois. Pour cette organisation de la société civile, l'établissement Bouendois ne dispose d'aucun profil technique pour mener un projet de conservation à même justifier une attribution de gré à gré. Notons que les concessions mises en cause ont été attribuées le même jour, le 14 octobre 2020, à un même établissement. Elles sont respectivement localisées dans les provinces de l'Équateur, territoire de Bolomba, secteur de Boussira, pour une superficie de 250 000 hectares, province de Maïndombe, territoire de Koutou, secteur de Batéré, pour une superficie de 160 000 hectares, et enfin, province de Maïndombe, territoire d'Oshwe, secteur de Kangara, pour une superficie de 175 000 hectares. La seconde étape de la campagne de sensibilisation SOS Rivière de l'UNICEF a consisté à une descente sur terrain pour visiter les rivières Kalamu, Matete, Yolo et Nzili. Il était question pour la délégation de palper du doigt l'état de ces rivières et appliquer les notions théoriques apprises pendant les séances précédentes. Nous avons constaté à Kinshasa, depuis un certain nombre d'années que nous avons fait les monitorings, que les rivières sont asphyxiées, qu'il y a presque plus d'êtres vivants dans ces rivières et c'est un danger pour les générations futures. Les constats est que la vie dans et aux alentours de ces eaux est presque impossible
car il ne s'agit plus des rivières, mais des gigantesques dépotoirs. Une situation alarmante qui n'a laissé indifférents ses élèves et enseignants venus de l'Institut Lumumba, les Gazelles, les lycées Kabambar et Molende. Nous avons constaté beaucoup de choses qui nuisent cela. Il y a des déchets plastiques partout, il y a un taux d'oxygène très faible, donc dont les poissons ne pourraient même pas profiter. C'est difficile pour un organisme de vivre dans ces conditions. L'asphyxie des rivières est à la base de plusieurs maladies que connaissent les habitants qui vivent le long de ces cours d'eau. À en croire cette spécialiste en gestion des ressources en eau, cette situation est consécutive au manque d'une bonne politique environnementale. Tout à l'heure sur la rivière Yolo, nous avons trouvé une incinération des déchets. On a brûlé des déchets et cette combustion a des impacts sur la qualité de la rivière. Nous faisons ce plaidoyer pour que la réglementation ou les lois s'appliquent dans le pays. Il existe effectivement la loi portant principes fondamentaux de la protection de l'environnement, mais ces lois-là ne sont pas respectées. Est-ce qu'on les connaît d'abord? On ne les connaît pas. Les rivières permettent l'évacuation des eaux de pluie d'un bassin versant et régulent les volumes des eaux pour limiter les inondations. La sensibilisation à la base de la population quinoise sera un processus vers sa conscientisation aux méfaits de la mauvaise gestion de l'environnement. La République démocratique du Congo détient plus de 60% des forêts tropicales du bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Pour F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et du Développement durable, les pays doivent entamer des négociations comme un vrai partenaire dans la résolution de la crise climatique au regard de ses ressources, en l'occurrence ces forêts qui constituent une solution contre le réchauffement climatique. Il est temps pour que les pays commencent à réfléchir sur un plan de travail en termes de pollution, d'industrie extractive, de gestion de la forêt, de gestion des eaux, du tourisme, ainsi que des questions transversales telles que l'agriculture, la pêche et l'élevage qui demandent un plan de travail qui sera matérialisé durant toute l'année. Dans cette démarche, la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale promet de ramener sur la table du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, son agenda annuel de travail, lesquels couvre la période de septembre 2021 à septembre 2022. La commission attend mettre à niveau des députés sur les questions climatiques pour préparer la participation de certains d'entre eux à la conférence des Nations Unies sur le climat COP26 prévue à Glasgow. À propos de l'actualité brûlante de la pollution de la rivière Kasaï, la commission a adressé une lettre exprimant les besoins des populations riveraines au bureau de l'Assemblée nationale. Celle-ci travaille avec le gouvernement qui a déjà dépêché des experts sur le terrain. Cette commission promet à suivre de près tout ce qui se passe sur les dossiers de pollution de la rivière Kasaï, laquelle met en péril les riverains de la cité Chikapa jusqu'au confluent du fleuve Congo en passant par l'espace Grand Bandundu. La drépanocytose est l'une des maladies fréquentes en RDC, comme les prouvent les données épidémiologiques récentes. Ces données ont montré que 2% des nouveau-nés sont homozygotes sur l'hémoglobine S et environ 40 000 naissances d'enfants drépanocytaires sont estimées chaque année. Ces chiffres sont significatifs au point de vue épidémiologique. Cette maladie peu connue a pour conséquence une forte mortalité dans un pays à ressources limitées. En RDC, la grève soulevée par les médecins a impacté négativement sur la santé des drépanocytaires. Dans certains hôpitaux de Kinshasa, quelques cas de mortalité ont été enregistrés durant cette période. On a perdu beaucoup de drépanocytaires dans notre installation sanitaire. Il y a des drépanocytaires qui arrivaient dans un état un peu plus avancé de leur crise. L'engagement du pays dans cette lutte serait de sensibiliser les acteurs, les parties prenantes et les partenaires financiers pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population drépanocytaire.
oh grève basala te po bafuta badocteur te na bamile bainfirmier boya boye bamisusu bazali na bacrise baproblème makila bakokende partout wana bakokende grève ezali baoyamba bango te yango toosenga mpo bakonzi ya mboka soki bakoki kozwa ata biso na prise à charge. La drépanocytose se manifeste par des épidémies de crises douloureuses appelées crises vaso-occlusives et la susceptibilité aux infections. Mais il existe plusieurs moyens appropriés pour calmer ces crises. Avec le temps, nous aurons des partenaires qui peuvent, n'est-ce pas, nous construire notre labo national de la drépanocytose. Parce que les suivis de cette maladie, c'est compliqué. Il faut faire l'hémogramme, il faut faire des bilans hépatiques, il faut faire des bilans rénals. Si nous avons notre labo national, on peut recueillir ces échantillons. Dans les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie, le directeur général du programme de lutte contre la drépanocytose en RDC préconise que les études de cartographie soient menées dans tous les pays pour commencer à faire le suivi suffisant des malades drépanocytaires. L'amarante est appelée plante-médicament. C'est un aliment à consommer absolument pour une meilleure santé. Elle possède un profil nutritionnel exceptionnel grâce à ses bienfaits impressionnants en matière de santé. L'amarante renforce les défenses immunitaires et combat les inflammations. En plus, elle lutte contre l'excès de cholestérol et crée une sensation de satiété bénéfique dans les régimes hypocaloriques. Les ancêtres profitaient de son pouvoir nutritif. L'amarante est riche en manganèse. Le manganèse protège des cellules neurologiques. Elle est également riche en magnésium, un nutriment essentiel impliqué dans près de 300 réactions du corps, y compris la synthèse de l'ADN et la contraction musculaire. De plus, l'amarante est source de phosphore, un minéral primordial pour les os. Riche en fer, elle participe à la production du sang, surtout en cas de grossesse. L'amarante contient aussi des antioxydants. Ceux-ci protègent contre les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules et contribuer au développement des maladies. Les graines de l'amarante sont également un aliment à consommer pour une meilleure santé. Cette graine, connue depuis des millénaires des populations amérindiennes, ne fait pas partie de la famille de céréales, bien qu'elle soit consommée comme telle. Elle faisait partie de l'alimentation des populations précolombiennes avant de tomber dans l'oubli. L'amarante est intéressante pour les végétariens et tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande, car c'est une bonne source de protéines. Elle est aussi riche en fer. Mais le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale. Cultivée en RDC, l'amarante accompagne bien plusieurs plats. À Kinshasa, elle est appelée ndunda ou bitekuteku. Elle se prépare souvent avec l'huile végétale associée à d'autres épices. Ces feuilles n'ont pas besoin d'être broyées. Il suffit juste de les couper au couteau avant ou après les avoir bien lavées à l'eau propre et le tour est joué. Notons que l'amarante se vend de plusieurs manières à Kinshasa, soit à la pépinière, soit au marché ou encore en ambulant et généralement par les femmes à la criée et à un prix très abordable. Ndunda yango eleki.